Au Burundi, l'opposition dénonce la dérive sectaire du CNDD-FDD. L'avenir du parti au pouvoir commence à inquiéter les Burundais. Retour de Neymar à Paris, prévu dans 2-3 semaines. La star du Paris Saint-Germain est en convalescence au Brésil. Puis on parlera aussi des pilotes du port de Marseille en France. Ils font accoster les plus gros bateaux du monde. Pierre Nkurunziza a d'abord été élevé à un titre en Kirundi que son parti a traduit par visionnaire permanent et que la presse avait traduit par guide suprême éternel. Puis le CNDD a ordonné que tous les militants de ce parti allaient désormais consacrer le jeudi de chaque semaine à la prière et au jeûne. Mais ce parti, dont le chef Pierre Nkurunziza est un born-again évangélique qui n'hésite pas à chanter avec sa chorale et à prêcher la bonne parole dans les stades, n'en est pas resté là. Il y a quelques jours, le parti CNDD-FDD au pouvoir a édité de nouvelles règles internes. Tous les militants concernés ont désormais 6 mois pour reconnaître leur enfant en mariage et renoncer définitivement à l'adultère, sinon la radiation. Autre annonce qui était passée inaperçue en août 2017, le président Nkurunziza avait demandé à ses militants d'ériger une pierre de 3 tonnes à l'endroit où ils avaient organisé une de ces croisades annuelles pour marquer leur alliance avec Dieu. Son parti vient de décider qu'ils iront en pèlerinage sur cette colline de Gitega au centre du pays, désormais un lieu de culte et de prière pour eux chaque année pendant 3 jours pour rendre grâce à Dieu. Le CNDD-FDD devient comme une secte, Nkurunziza devient comme un gourou en devenant son guide suprême éternel. Avec des prières, des lieux de pèlerinage, ce sont des choses extrêmement graves. Le porte-parole adjoint de la présidence Alain Diomède Nzeyimana nie et parle de simples décisions internes au parti au pouvoir qui a choisi d'honorer Nkurunziza pour son œuvre et ses conseils. C'est une décision interne au parti qui n'engage pas l'opposition, assure-t-il. Des responsables du CNDD-FDD assurent que Pierre Nkurunziza restera au pouvoir au Burundi tant qu'il honorera sa promesse de placer Dieu au premier plan. Félix Tshisekedi a donc été élu dans la nuit de vendredi à samedi président de l'UDPS, le principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, dont les militants étaient réunis à Kinshasa, au siège du parti. Félix Tshisekedi Tshilombo a été élu cette nuit président de l'UDPS avec un peu plus de 98% des voix. Il succède ainsi à son feu père Étienne Tshisekedi, l'un des fondateurs du premier parti de l'opposition en République démocratique du Congo, décédé il y a un peu plus d'1 an à Bruxelles. Immédiatement après cette élection, les participants au congrès de l'UDPS ont voté une résolution faisant de Tshisekedi le candidat à la magistrature suprême pour les élections prévues en décembre prochain. Dans la foulée, le nouveau président de l'UDPS a pris la parole pour appeler à l'unité du parti. Il a également appelé les membres de ce parti emblématique au sens du pardon. Cette élection, ce plébiscite du fils d'Étienne Tshisekedi, intervient au moment où le nom du parti est au centre d'une controverse, car plusieurs groupes se le disputent. Outre l'aile dirigée par Félix Tshisekedi, une autre faction dirigée, celle-ci par le Premier ministre Bruno Tshibala, revendique elle aussi le label UDPS. Cette semaine, le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre a estimé à ses yeux que c'était bien l'aile Tshisekedi qui était bien le véritable dépositaire du nom du parti. À l'origine programmée pour se tenir le 27 mars dernier, c'est finalement ce samedi qu'a lieu le second tour de la présidentielle en Sierra Leone. Et pour cause, un recours en justice de dernière minute a suspendu les préparatifs du vote.
du 24 au 26 mars, obligeant la Commission électorale nationale à reporter le second tour de 4 jours. Et pour ce scrutin, les électeurs doivent choisir entre le peu connu Samura Kamara, héritier du président sortant Ernest Bai Koroma et candidat de l'APC, le parti au pouvoir, qui avait remporté 42,7% des suffrages le 7 mars dernier, et celui du principal parti d'opposition, le SLPP, l'ancien général Julius Maada Bio, qui l'avait devancé de peu avec 43,3% des voix. Mais à l'ouverture des 11 122 bureaux de vote tôt ce samedi matin, les électeurs étaient moins nombreux que lors du premier tour où la participation avait dépassé les 80. Il faut dire que les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Depuis plusieurs jours, tout le pays retient son souffle. Des responsables religieux et des associations de la société civile ont multiplié les appels pour que le scrutin se tienne sans violence, à l'image du bon déroulement général du premier tour qui combinait élections présidentielles, législatives et locales, saluées par les observateurs internationaux. Plusieurs années après l'adoption d'une nouvelle constitution en 2014, l'un des principaux acquis de la révolution, les choses bougent. Ce texte avait été loué à l'époque pour les garanties qu'il apporte à l'égalité homme-femme avant que sa mise en application ne s'enlise. Depuis l'été dernier, la dynamique semble relancée. Dans un discours le mois dernier, à l'occasion du jour de la fête de la femme, le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, avait en outre relancé le débat sur le délicat sujet de l'héritage en jugeant que la Tunisie se dirigeait inexorablement vers l'égalité dans tous les domaines. Cette égalité successorale s'annonce comme l'une des réformes les plus épineuses pour la Commission des libertés individuelles et de l'égalité créée l'été dernier par le président afin de traduire dans la législation l'égalité inscrite dans la Constitution. Nous avons fait l'état des lieux de toutes les lois liberticides. Et nous sommes allés dans l'esprit de respecter les libertés individuelles qui sont pour la première fois dans la Constitution. Nous avons aussi élaboré un code des libertés individuelles, lequel code, bien sûr, définit les libertés individuelles une à une, mais aussi prévoit les sanctions en cas de violation de ces libertés. Donc c'est un travail quand même assez important. Le code successoral tunisien inspiré du droit islamique prévoit qu'un homme reçoive le double d'une femme de même rang de parenté, une disposition commune à nombre de pays musulmans et souvent peu débattue. Mais les rares sondages laissent entendre qu'une majorité de personnes y est opposée. Pourtant, nombre de familles appliquent déjà cette égalité dans les faits par une donation du vivant des parents. Et preuve que le débat public existe, plus de 1500 personnes ont manifesté début mars à Tunis pour que cesse cette discrimination. Selon des observateurs, il existerait une opportunité avant la présidentielle et les législatives de 2019, étant donné la forte emprise qu'exerce le président Essebsi sur le pouvoir et le consensus forgé entre son parti Nida Tounes et les islamistes d'Ennahda. 8 personnes ont été tuées et 8 autres blessées, dont des civils, dans cette attaque qui a visé jeudi un barrage de sécurité tenu par des forces loyales au maréchal Haftar à l'entrée de la ville d'Ajdabia, à 840 km à l'est de Tripoli. Dans un communiqué diffusé par son organe de propagande Hamak, l'EI affirme qu'un kamikaze présenté comme Abu Kadma al-Saeh a fait exploser son véhicule à un barrage des forces de Haftar, tuant ou blessant 19 d'entre elles. Le général Fawzi al-Mansouri, un haut responsable local de sécurité à Ajdabia, avait indiqué que des civils figuraient parmi les victimes. Ils étaient de passage au moment de l'attaque, a-t-il indiqué, ajoutant que le véhicule conduit par le kamikaze transportait une lourde charge explosive. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins de mois dans cette région de Libye. Un premier attentat suicide, aussi revendiqué par l'EI, avait fait 3 blessés le 9 mars à 60 km au sud d'Ajdabia. Malgré la perte de son fief de Sirte dans le nord du pays en décembre 2016, l'EI reste actif, notamment dans le centre et le sud libyen. La Libye est déchirée par des luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Elle est dirigée par 2 autorités rivales. À Tripoli, le gouvernement d'union nationale GNA, soutenu par la communauté internationale, et un cabinet parallèle installé dans l'est du pays et soutenu par le maréchal Khalifa Haftar à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne.
opération délicate pour cet équipage. Aborder ce paquebot à l'entrée du port de Marseille. Le but, remplacer le commandant le temps de faire accoster le navire. Depuis 2 siècles, le syndicat des pilotes fait entrer les plus gros bateaux du monde au cœur du premier port de France. Un métier à risque pratiqué par 45 marins sélectionnés sur concours. Malheureusement, chaque année, quasiment, il y a des accidents de pilotes. Donc embarquer, même par beau temps, c'est pas un acte anodin. Il peut tomber de l'échelle, donc passer à la mer. Les premiers embarquements que j'ai pu faire, c'est vrai que c'était, surtout quand il y a du mauvais temps, c'est stressant. Ouais. Tanguy Capitaine est l'une des 2 seules recrues de cette année. Grâce à ce simulateur, il étudie les moindres recoins du port, les courants, le sens des vents et surtout comment manœuvrer tout type de bateau. Alors regarde mon petit Tanguy, aujourd'hui on va rentrer le MSC Divina qui arrive à vitesse. Pendant 4 mois, les apprentis travaillent en binôme avec des vétérans de la profession. Le métier a subi une augmentation massive de la taille des navires. Heureusement, les armateurs et les ingénieurs navals font les choses bien parce qu'ils équipent ces bateaux de moyens propulsifs qui sont conséquents. Mais même avec des moteurs perfectionnés, les géants des mers ont un talon d'Achille. Leur force d'inertie qui les oblige à parcourir parfois plusieurs kilomètres avant de s'arrêter. Entre les mains des pilotes, la vie de tout l'équipage et des milliers de tonnes de fuel. Les risques dans le port, ils sont nombreux, notamment à Marseille avec le vent, le Mistral qui fait dériver les bateaux. Le risque, donc, c'est de ne pas maîtriser son bateau, de se laisser dériver, de se laisser emporter, et puis éventuellement de rentrer dans un quai, d'abîmer la grue ou même d'avoir des accidents qui peuvent être graves pour le personnel portuaire notamment. Une vie exigeante qui offre tout de même un certain confort. Les pilotes sont payés à la tâche et l'accostage d'un bateau est facturé en moyenne 800 €. Par ailleurs, ces anciens marins au long cours peuvent désormais passer plus de temps avec leur famille. J'ai parlé cette semaine avec lui. Il est bien tranquille. On a parlé de la finale de ce samedi. Il va être attentif. Et après, il va revenir dans 2-3 semaines à Paris. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur parisien Unai Emery au sujet de sa vedette brésilienne Neymar qui sera le grand absent de la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco ce samedi à Bordeaux. Quadruple tenant du titre, le Paris Saint-Germain vise un 5e succès d'affilée en Coupe de la Ligue contre Monaco. Pour rappel, Neymar s'est blessé le 25 février dernier lors du choc contre l'Olympique de Marseille en championnat. Et à cause de sa blessure, il a notamment manqué le 8e de finale retour de Ligue des Champions perdu contre le Real Madrid le 6 mars dernier. Le Paris Saint-Germain et la fédération brésilienne doivent toutefois faire un nouveau bilan à la mi-avril pour évaluer la date possible de retour à l'entraînement du numéro 10 Auriverde. Ce dernier a pour objectif de revenir en forme pour la Coupe du Monde en Russie qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet.